On plonge aujourd'hui au cœur de Capoue, un endroit où les intrigues politiques ne se jouent pas seulement dans les villas, mais aussi dans le sable ensanglanté de l'arène. On va décortiquer ensemble comment une simple exigence va déclencher une série d'événements tragiques où chaque décision, du plus puissant au plus humble gladiateur, a des conséquences mortelles. Alors, pour y voir clair dans cet imbroglio, voilà notre feuille de route. On va suivre les fils de la politique, puis on se penchera sur les drames personnels des gladiateurs, pour enfin voir comment tout ça s'embrase de façon spectaculaire au milieu des jeux publics. Et tout commence en fait par une confrontation, une discussion tendue qui va poser les bases de toute la tragédie à venir. Quand Proculus débarque chez Ashur, ce n'est pas pour une visite de courtoisie, Il vient réclamer ce qu'il estime être son dû. C'est une provocation, un défi lancé en pleine face, et ça nous montre bien que les tensions entre les puissants de Capoue sont sur le point d'exploser. Face à un premier refus, Proculus laisse tomber le masque. Là, on change complètement de registre. Fini les discussions d'affaires, on parle maintenant de menaces de mort, directes, contre une famille noble. La situation vient de basculer. Forcément, cette pression, elle met le feu aux poudres. Et on va voir comment la peur peut pousser à des manœuvres politiques complètement désespérées. Il faut se mettre à leur place un instant. La famille de Gabinius est isolée, politiquement parlant. Pompée, leur seule bouée de sauvetage potentielle, vient de leur tourner le dos. Ils se retrouvent complètement à découvert, une cible parfaite pour des prédateurs comme Proculus. Et c'est là que Cosutia sort son va-tout. Son idée est aussi simple que radicale. Si le soutien politique ne s'obtient pas par la négociation, alors il sera forcé par les liens du sang, un mariage, pour souder leur destin à celui de l'homme le plus puissant. Gabinius est au pied du mur. C'est le désespoir total qui le pousse à accepter et à faire peser tout l'avenir de sa famille sur les épaules de sa propre fille. Mais attention, pendant que ça complote dans les villas luxueuses, un tout autre drame se joue. Un drame bien plus viscéral, parmi celles et ceux qui combattent et meurent pour divertir les autres. Dans l'arène, les loyautés sont aussi fragiles que la vie. On a Achilia, la championne, minée par une blessure. Tarchon, en conflit ouvert avec son père. Et puis Céladius, dont les sentiments pour Achilia vont le propulser au centre d'un jeu mortel. Tous ces liens sont sur le point de se briser. Et tout ça, évidemment, ça ne reste pas en coulisses. Ça explose. Un fils qui tourne le doigt à son père, une simple dispute entre amis qui dégénère, et voilà qu'une blessure, presque accidentelle, va changer complètement la donne pour le combat principal des Jeux. Les Jeux, ils devaient être une parenthèse, une distraction pour Capoue. Mais en réalité, ils vont devenir l'épicentre du séisme, le lieu où toutes ces tensions vont finalement converger et éclater au grand jour. Et voilà le point de rencontre parfait, la grande politique qui s'invite au milieu des cris de l'arène. Viridia, complètement perdue, se confie à Ashur, mais finit par accepter son sort, résignée. La sphère politique et la sphère personnelle entrent en collision. Les combats d'ouverture donnent le ton. Ce n'est pas juste du spectacle, non. C'est une démonstration de force de la part de Proculus, qui envoie un message clair à Ashur. Et c'est aussi une occasion pour Tarchon de régler ses comptes personnels, dans le sang. L'atmosphère est électrique, on sent que tout peut basculer. La foule, Gabinius, tout le monde attend la grande championne, sans se douter une seconde qu'elle n'est absolument pas en état de se battre. À cause de la blessure d'Achille, Ashur n'a pas le choix. Il doit trouver un remplaçant à la dernière minute. Et cette décision, prise dans l'urgence, va mener tout droit à la catastrophe. Imaginez la scène, la foule qui gronde, déçue, Gabinius qui est fou de rage, et au milieu de ce chaos, on pousse Céladius dans l'arène, face à une combattante sortie de nulle part, une guerrière scythe qui s'annonce redoutable. Et là, pendant une fraction de seconde, on y croit. On se dit que l'outsider va créer la surprise. Céladius, contre toute attente, réussit à porter le premier coup. Mais l'illusion ne dure pas. La scythe est tout simplement d'un autre niveau. Sa puissance, sa technique, Céladius est complètement dépassé. Le coup près tombe. C'est brutal, c'est rapide. Céladius est tué. Et le plus tragique dans tout ça, c'est qu'il meurt sous les yeux de ceux qui, par leur choix, leur conflit et leur manigance, l'ont conduit tout droit dans cette arène. Au final, les Jeux n'ont rien arrangé, bien au contraire. Cette mort vient jeter de l'huile sur le feu, elle exacerbe toutes les tensions. Ce qui nous laisse avec une question brûlante. Maintenant que le sang a coulé, qui sera le prochain à payer le prix du pouvoir à Capoue ?